Allez les loulous, comme à l'accoutumée, on s'échauffe la voix. Et je veux revoir dans ma vieille Alsace ma ferme au toit de chaume, où le parfum du miel et des conifères embaume l'air pur et clair comme un cristal. Oula, n'aurais-je point fait un peu d'appropriation culturelle avec ce chant traditionnel Afrikaans, ou Afrikaans, je ne sais d'ailleurs même pas comment on prononce, j'ai toujours un doute. Il faudra d'ailleurs un jour que je vous résume un ouvrage de Mike Horn, puisque je connais sa bibliographie complète, sa vie complète, il fut et il est toujours l'un de mes premiers mentors. À savoir, puisque j'apprends aussi en vous faisant ces émissions, c'est quand même un peu l'un des objectifs que je poursuis, en 1953, le Sari Mare devient aussi la marche des Royal Marines, commando britannique. L'armée française utilisera également ce chant, notamment à la Légion étrangère, sous le nom que l'on connaît aujourd'hui, qu'on lui connaît aujourd'hui, de Sari-Marès. Cette musique, cette chanson relate la nostalgie des Boers. Un Afrikaner est un Sud-Africain blanc, puisqu'ici on dit ce qu'on voit, point de hier, d'origine néerlandaise, bien souvent française, allemande ou scandinave, qui s'exprime dans une langue dérivée justement du néerlandais du XVIIe siècle, l'Afrikaans ou l'Afrikaans. Pour leur cher vieux Transvaal, que je me suis permis, ne me flagellez point, de remplacer par ma vieille Alsace, et non pas, encore une fois, le dormeur du Val de notre cher Rimbaud, ainsi que l'internement des civils Boers dans les champs de concentration britanniques. Toute une histoire que j'avoue très aisément ne point maîtriser du tout, je m'intéresse avant tout à l'histoire de mon pays, de ma région, mais j'aime les champs militaires et je trouve celui-ci très beau. Parlons peu, parlons bien. Pas de méprise sur le but de cette émission. Son objectif premier reste avant tout de lutter efficacement contre le nihilisme, de détruire l'hypocrisie consistant à s'accepter comme flemmard, comme gras, comme sans culture, comme détruit mentalement, intellectuellement par les news, par les écrans, qui vous poussent à la déprime, à la dépression. Mais il me semble ne rien dire de méchant, moi au contraire. Je cherche à ce que vous n'acceptiez pas cette condition-là, que vos enfants n'acceptent pas de vous voir dans cette condition-là. Pour le bien de notre pays, j'aime mon prochain, ma localité. Quand je vois autant de souffrance dans les yeux de mes compatriotes, un tel enfoncement dans le mal-être, faussement accepté, je veux non pas vous faire un câlin, un free hug, pour vous faire du bien 3 secondes, ce qui, je pense, ne sera même pas le cas, mais vous mettre au contraire le coup de pied nécessaire pour vous sortir de la torpeur, vous permettre de retrouver un objectif, un but, l'amour de soi, ce qui va passer par le respect de vous-même, la connaissance de l'histoire de votre pays et le respect de vos prochains et de votre famille. C'est ceci pour moi, le respect de l'autre, lui permettre de se sortir de la difficulté et certainement pas dire ne t'inquiète pas, accepte-toi comme tu es. Non, on va vous aider à aller réellement mieux. Je ne vous ai encore jamais dit qu'il se trouve que le prof de droite est un fan, allez, utilisons l'anglicisme, un fan de catch. Peut-être savez-vous que l'un des héros de notre enfance, si vous êtes de la même génération que moi, que notre cher John Cena est enfin... Oula, la voix était tellement excitée qu'elle est partie au Pays Basque. Notre cher John Cena, donc, est devenu méchant. Et il s'est permis, lors du show de lundi, lors du spectacle, puisque c'est un sport-spectacle, de ce lundi à Bruxelles, de faire une promo, comme l'on dit, de 25 minutes sur l'hypocrisie des fans qui l'ont suivi justement pendant 25 ans, où il n'a jamais bougé d'un iota, où il est toujours resté le gentil, prônant 3 termes: hustle, loyalty et respect. Et il me semble, je n'ai point été vérifié, que hustle veut dire lutter ou se battre. Donc ces 3 termes, lutter, loyauté et respect, que les fans, ne se respectent pas, ne se battent pas pour leurs rêves, pour progresser. Ils portent les couleurs et nombreuses furent-elles
les couleurs de John Cena. On n'est même pas sur un drapeau LGBT là, on est sur une palette de couleurs assez exceptionnelle. Donc les fans ne se respectent pas, vous faut-il vraiment des chiffres sur la malbouffe, le surpoids, la dépression aux États-Unis ou en France? Oui, moi aussi je suis un heel. Et encore, je me contiens. Et sur le côté loyalty, premier coup où il est un peu méchant, les fans se retournent tous contre lui comme des petits moutons. C'est le catch, c'est le spectacle, mais j'ai trouvé ça très fort intéressant. Il aurait pu allumer encore plus fort justement le public sur les 2 premiers termes de Hustle et Loyalty en disant qu'effectivement les gens lui achètent ces t-shirts de toutes les couleurs, portent les termes sur justement les t-shirts, mais ne les appliquent pas dans leur vie de tous les jours pour se tirer les doigts du cul. Voilà, ceci, vous ne l'entendrez de la part d'aucun influenceur du catch qui vous ferait une analyse aussi violente que celle-ci. Et merci monsieur John Cena, et j'attends que vous tacliez encore, plus fort encore, sur cette question de l'hypocrisie, parce qu'il y a énormément à dire si l'on veut être un très très grand méchant en 2025. Et ne vous inquiétez pas, je peux endosser ce rôle de très très grand méchant. J'enregistre cette émission le 19 mars. Sur Spotify et Deezer, je sors toujours de suite l'épisode No Planification et non pas No Californication. Ou juste Californication. Il y a urgence à se battre, à ne pas se laisser faire. Je pars toujours un peu en freestyle dans ces pré-introductions, vous le savez. J'espère que vous appréciez. C'est les moments où je rédige un peu moins l'émission, où je me laisse un peu aller à l'improvisation. Je trouve ceci fort agréable. Il est important pour moi aussi, pour lutter contre une période personnelle un peu dégueulasse, de garder l'énergie justement en forçant l'énergie, en ne se laissant pas aller, en ne me laissant pas aller. Ne pas faire l'erreur de me replonger dans les nouvelles. Ça a été mon erreur depuis 2 semaines. Ça m'a miné. Mais le combat est extrêmement important actuellement, justement en parlant de mine, si je peux me permettre. Première entrée dans la déprime. Ah, ceci je voulais noter, c'est important quand même dans cette pré-introduction. La première entrée dans la déprime, c'est l'inertie. Se laisser aller à l'inertie, qu'elle soit intellectuelle et ou physique. Oui, je me répète toujours, c'est la base. Donc, la première entrée dans la déprime, c'est l'inertie. Et à l'inverse, la première sortie de la déprime ou dépression, c'est le mouvement. Remettez du mouvement dans votre vie, vers un but, vers une religion, vers un sport, vers un livre. C'est vous qui êtes maître à bord, mais bougez-vous le derche. Et ensuite, vous aurez le droit de porter les t-shirts de John Cena, de Hustle, Loyalty, Respect. Donc je suis là pour vous, malgré, et non pas malgré que, comme j'entends encore parfois dans certains podcasts que j'écoute, ça me fait toujours saigner les oreilles. Donc malgré cette phase un peu dégueu, et on ne pourra pas dire que certains profs ne sont pas prêts à se battre ou sont aux abonnés absents. Oui, je sais, je suis anonyme, parce que ce combat doit être mené intelligemment, je suis pas un abruti non plus. Je ne m'aventure pas sans casque. Ce casque bleu de l'ONU? Non, pas de casque bleu. Je ne suis pas con, ou je ne pense pas l'être en tout cas, et je ne m'aventure pas seul, encore une fois, sur le terrain miné de l'éducation nationale qui fait grise mine par manque de vitamines. Vous l'avez fort, et qui manque également de volonté. Mais je vous avoue, j'ai déjà quitté X. Il y a des courageux qui mèneront le combat sur X, mais c'est impossible pour moi. Bon courage à ceux qui mèneront le combat sur ce réseau asocial immonde. S'il y a un épisode que je dois tenter de refaire et que je referai un jour, c'est celui sur le Covid, car il était nul, disons-le, et qu'il ne faut surtout pas qu'une telle manipulation d'État puisse encore avoir lieu aujourd'hui. Parce que je trouve que ça pue lorsque j'entends parler de viol de l'épargne des Français et de guerre qui n'a pas lieu d'être. Erreur encore grave. Et je rappelle que ça, c'est le sketch de Coluche. Voilà. Bref, donc erreur grave de la semaine dernière, puisque je vous faisais un petit chant militaire. Glory, glory. Et le mot derrière, normalement, c'est un mot qu'on n'a point le droit de prononcer en période de carême. Je m'excuse donc. Je me suis un peu laissé emporter, je le savais pourtant, et en réécoutant le podcast comme je le fais toujours 1 ou 2 fois, ça m'a choqué.
Je me suis choqué moi-même. Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue dans l'émission Prof de droite, l'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance mesurée et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en deux mouvements trois temps, bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France, et tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Et si t'es pas d'accord, pose-moi donc ton téléphone, fais l'effort d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et prends donc un bretzel, je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses de vos apéros. Cette émission, puisqu'ici l'on tâchera au maximum de parler français, durera 1 heure, est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Ici nous promouvons, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain, dans un esprit sain au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée pour une nation éduquée et bien éduquée capable de maintenir. En voilà un vocabulaire éloigné du vocabulaire actuel des enseignants. Je m'astreins avec vous à une discipline de pensée hors des clous. Et aujourd'hui carrément hors des clous, vous allez le voir, je vais essayer de faire un peu gaffe à ce que je raconte quand même. Et de transmission, non seulement à mes élèves de par mon métier hors antenne, mais à vous également, je vous présenterai ici mes opinions réfléchis, les valeurs que je partage et défends afin que les parents, on rappellera que la famille est la première éducatrice de notre jeunesse, futurs parents, profs, tout membres de la communauté éducative ou même les curieux et les bons de lettres et les anciens que je salue, ave. Sache ce que vivent ou vivront les enfants et ce que vivent également les profs à l'école. Nous aborderons les problèmes des profs tout en défendant les autres professions valables et vertueuses et en clamant haut et fort que les profs ne sont pas les plus à plaindre d'une part, et parfois responsables de la merde dans laquelle ils se trouvent plongés d'autre part. Nous rappellerons aussi aux profs la notion de neutralité politique que vous me direz que je ne la respecte pas toujours, loin s'en faut, mais vous êtes des adultes responsables, capables de vous faire vos propres opinions, personne ne vous enjoint à gober tout ce que je déblatère sans y réfléchir. J'espère de votre part une écoute active. Encore plus lorsqu'il s'agit de bourrer le crâne d'enfants de valeurs terribles, antinaturelles, ce qui a un nom, au mieux manipulation d'esprit en cours de formation dont nous avons la charge, c'est la honte, et au pire pédocriminalité. On ne cède pas aux pseudo-dictats moraux récents, aux conséquences catastrophiques sur notre jeunesse, et on montre la voie séculaire, bien plus ardue, mais ô combien gratifiante, à la future génération. Pour résumer en mots-clés ce que vous retrouverez dans cette émission, promotion du goût de l'effort, du travail et défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive de conquérant, sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, passage à l'action, but ultime de vaincre le nihilisme ambiant. Cette émission est préparée en amont, mais cependant je ne ferai pas de travail de redécoupage. Plan de l'émission du jour, peut-on parler eugénisme, livre sur le sport et l'éducation physique dans le monde contemporain. Revenons encore un peu sur ce dont il ne faut pas parler, l'eugénisme. Une petite citation et enfin un nouveau mot pour votre vocabulaire qui s'en trouvera enrichi. Et nous sommes partis. Première partie donc sur le sujet plus que limite qu'est l'eugénisme. Est-ce que je vous choque déjà si je vous dis que si deux personnes s'accouplent avec un QI de 150 et que l'homme est beau et la femme est belle, il y a toutes les chances que ça fasse un enfant en bonne santé qui sera beau et certainement très intelligent. D'un autre côté, si deux personnes avec un QI inférieur à 70 et qui physiquement, voilà quoi, ça, il y a toutes les chances que ça ne fasse pas un enfant de génie. Voilà, je vous ai choqué jusque-là, donc pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce sujet? Je suis tombé sur une pub d'une marque dont je ne citerai pas le nom, en 4 lettres, qui commence par NI et qui pourrait ressembler grossièrement à un
mot vulgaire de la langue française, mais avec une orthographe différente, et qui disait, toujours avec mon superbe accent anglais, It's not about where you're from. Bah si, au moins en partie. Arrêtons d'uriner sur nos racines, on va en parler. Nous ne venons pas de nulle part, nos gènes ont traversé les générations et on récolte ce qu'on sème également au niveau de l'ADN dont nous avons hérité. Là encore, je peux reprendre l'exemple du dessin animé Hercule. Certes, Hercule est très courageux et il a d'autres valeurs et vertus dont il fait preuve tout au long de son aventure, mais il a des prédispositions génétiques indéniables. J'ai déjà abordé de manière light, dirons-nous, le sujet de l'eugénisme, putain d'anglicisme, putain de roast beef, la semaine dernière avec ce cher Julien Rochdy. Je suis obligé, alors non pas de me censurer, mais de faire un peu plus attention à ce que je vais dire. Je vais essayer de ne pas déblatérer de bêtises. Dans cette génétique du poil, génétique au poil, génétique à la poêle, allez, on est chaud sur ce sujet, mais on va y aller quand même. Les poilus, encore, étaient courageux. Merci Sherlock. Ces peuples solides qui ont fait la guerre avec du poil au menton, tout comme les mousquetaires, ok j'arrête. Les horreurs de la guerre, notamment les 2 guerres mondiales, font que ne restent aujourd'hui que les descendants des Planqués et les fils de Planqués. Oui, bien sûr, c'est grossièrement, il y a des héros de guerre qui ont survécu, des gens qui viennent d'ailleurs de pays où les guerres mondiales n'ont pas fait les ravages qu'elles ont fait sur le territoire français, donc évidemment qu'il reste des gens fils de solides, pour le dire encore une fois grossièrement, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on pourrait un peu dire que les 2 guerres mondiales ont fait des ravages tels que les fils de soldats solides, encore une fois, je suis très, très grossier, je résume très grossièrement, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vous connaissez certainement la citation en anglais que je n'ai plus, mais que je vais m'approprier et remodeler en français. Temps facile, homme dur, temps difficile, homme mou. Voilà, ça sonne bien en français, non ? Besoin impérieux, l'empire de Monsieur Bonaparte. Non, on en reparlera une autre fois. Besoin impérieux donc aujourd'hui de rappeler qu'on ne vient pas de nulle part et que nos racines sont héritées de quelqu'un et non de personne. Elles ne débarquent pas du Saint-Esprit. Et pourtant, vous savez à quel point je place le Saint-Esprit et la Trinité au centre de ma vie. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. Ce sujet est extrêmement délicat, j'en suis bien conscient. On va essayer de ne pas verser dans l'horreur, puisqu'on peut facilement avec ce sujet déraper et dire des conneries. Je vais essayer de ne pas le faire. Si je fais un dérapage incontrôlé, pour une fois, je vous prie de m'excuser et ou de réécouter l'émission pour appréhender ce que j'ai voulu exprimer réellement. Ce sujet touche à des thématiques qui ont été historiquement associées à des dérives idéologiques et éthiques extrêmement graves. Inutile de verser dans le larmoyant, c'est simplement pour dire que je suis conscient de la peau de banane qui glisse bien comme il faut et que je vais tenter d'habilement esquiver. La question de l'eugénisme, de la sélection naturelle et de l'évolution démographique en France mérite une analyse qui doit être abordée avec rigueur en tenant compte des avancées en biologie, en sociologie, en éthique et également à ce que l'on observe. Introduction, l'évolution humaine à l'ère moderne. L'humanité a longtemps été soumise aux lois de la sélection naturelle où les individus les mieux adaptés à leur environnement avaient de meilleures chances de survie et de reproduction. Cependant, avec l'avènement de la civilisation moderne, des progrès médicaux et des transformations sociétales, les critères de reproduction ont profondément changé. Certains avancent l'idée que ces évolutions menacent la pérennité de la civilisation, notamment en raison d'une baisse de la fécondité. On pourrait parler des perturbateurs endocriniens, on en reparlera avec l'ouvrage Hit de Gilles Lartigot. Reproduction chez les populations intellectuellement avantagées plus faibles,
les personnes au QI élevé, pour encore une fois, je le répète, résumer très simplement, se reproduisent moins, ces personnes intellectuellement avantagées, et un accroissement démographique beaucoup plus important dans, disons, d'autres groupes. Sans même parler du fait, je crois que Papacito l'avait abordé dans un épisode de Burger Ring, le fait que certains, là encore, pour le dire simplement, punk à chien, détruits par la drogue, ce qui est probablement le pire, puissent se reproduire, ça donne généralement pas des bébés en bon état. Voilà, ça je pense qu'on peut quand même le dire. Petit aparté sur ChatGPT dont je me suis servi, je ne m'en cache pas pour mettre en ordre toutes les idées, tous les points que je voulais aborder sur ce sujet-là, a passé son temps à me parler, à me mettre en garde, à raison peut-être, mais en me disant bien souvent qu'il faut suivre les scientifiques. Il me l'a rappelé plein de fois. J'ai pas pu m'empêcher de me dire et de vous le rappeler avec un petit point Godwin au passage, que les scientifiques ne vous ont pas protégé du Covid et que les nazis, eux, ont poussé l'eugénisme à l'extrême horreur, avaient aussi des scientifiques pour appuyer leur thèse, d'accord? Donc les scientifiques, quand ils nous disent que la Terre n'est pas plate, oui. Lorsque ils vous disent non, l'eugénisme, c'est une horreur aujourd'hui en 2025, utilisez un peu votre esprit critique, merci. Sélection naturelle et reproduction, les bases biologiques. Dans la nature, la sélection naturelle favorise les individus les plus adaptés à leur environnement. Évidemment, là aussi, quand deux Esquimaux se reproduisent, généralement, l'enfant a je ne sais pas si c'est des gènes, des allèles, je ne suis pas non plus un pro de la génétique, mais ça donne souvent des enfants qui vont naturellement mieux résister au froid. Et inversement, j'imagine que des Touaregs qui se reproduisent, ça donne plutôt des enfants qui auront de bonnes capacités à résister aux fortes chaleurs. Ça me semble logique. Chez les loups, on en a parlé avec l'étude de l'ouvrage de Sean Ellis. Tout est lié dans ce podcast, c'est beau. Par exemple, seul le couple alpha de loup se reproduit, assurant ainsi que les meilleurs traits seront transmis à la génération suivante. Soutenu par un scientifique, merci ChatGPT, qui s'appelle Mech ou Mech en 1999. M-E-C-H. De même, dans l'élevage canin, puisque vous savez que je m'intéresse aux chiens, et ça me fait toujours beaucoup rire d'entendre les débats qui existent dans les élevages canins qui sont absolument interdits chez l'humain. Des efforts surhumains, justement, mot choisi, repensé à surhomme et sous-homme, sont faits pour préserver certaines caractéristiques physiques, mentales, comportementales, comme la capacité de travail énorme des border collies, la robustesse et le courage des malinois, étude de Wilcox et Walkovics, je m'excuse pour la prononciation, de 1995, la perte du double ergot de notre magnifique beauceron qui, comme son nom l'indique, nous vient de Beauce. Dès qu'il est reproduit avec un autre chien qui n'est point un beauceron, il perd ce double ergot, ce qui ne change pas énormément, mais voilà, c'est simplement une caractéristique, un caractère non pas dominant mais récessif. On peut étudier la génétique, mais on ne peut pas le faire en France. Pareil, il me semble, peut-être que je dis une bêtise, que le caractère roux chez les humains est un caractère récessif. Donc si une personne rousse se reproduit avec quelqu'un qui n'est pas roux, il y a toutes les chances que le caractère roux soit perdu. Mais bon, peut-être que je dis une bêtise, c'est pas très grave. Ou encore, voilà, pour revenir au toutou, l'endurance du husky, pareil, ne vient pas de nulle part. Et en sélectionnant soigneusement les parents, on met toutes les chances de son côté d'avoir des huskies solides qui ne se blesseront pas, etc., etc. Appliqué aux humains, ce raisonnement soulève des questions éthiques. La sélection naturelle a-t-elle réellement cessé? Je tiens à préciser au passage aussi que cela vaut pour l'agressivité. Si vous faites reproduire d'anciens chiens de combat, parce que oui, je m'y connais en chien, au cas où vous n'auriez pas remarqué, j'apprécie l'éducation des enfants autant que l'éducation canine, puisque je suis les deux. Et donc, si vous faites se reproduire deux anciens chiens de combat, il y a toutes les chances d'avoir un chien à tendance plus agressive
que si vous faites se reproduire 2 labradors à mémères. Là encore, c'est de la logique. Appliqué aux humains, disais-je, ce raisonnement soulève des questions éthiques. La sélection naturelle a-t-elle réellement cessé? Certains chercheurs comme Gregory Cochrane et Henry Harpending en 2009 soutiennent que l'évolution humaine continue, mais selon des dynamiques différentes, influencées davantage par la culture et la technologie. La fécondité et l'intelligence suivent-elles une relation inverse aujourd'hui? Plusieurs études suggèrent que dans les sociétés modernes, la fécondité est inversement corrélée au niveau d'éducation et au quotient intellectuel. C'est là encore une étude de Lynn et Vananen de 2006. Les femmes hautement éduquées ont tendance à avoir moins d'enfants, souvent en raison de priorités professionnelles, les fameuses girl boss, et sociales, celles qui se sont fait matrixer et qui pensent que les enfants c'est mal pour la planète, pour leur carrière, etc. Là, je ne prends pas de pincettes, ces gens-là sont fous et finalement, tant mieux s'ils ne se reproduisent pas. C'est cette fois-ci, et décidément, ChatGPT aime bien me mettre des sources de partout, une étude de Basten, Sobotka et Zeman. Mais comme ça, on ne pourra pas dire qu'il n'y a que moi qui vous dis ça, je ne suis point le seul. A l'inverse, dans certaines populations où l'accès à l'éducation et à la contraception est plus limité, et les QI peut-être plus bas, malgré les limites langagières et culturelles du test de QI, les taux de natalité restent élevés, voire très élevés. Toutefois, cette analyse doit être nuancée. Le rôle de l'environnement dans le développement intellectuel est crucial, bien évidemment, et l'intelligence n'est pas uniquement génétique, mais fortement influencée par l'éducation, c'est tout l'intérêt, les conditions socio-économiques. Je suis désolé, je reviens encore au chien, car avec le chien, on a le droit d'en parler un peu. On dit souvent que le chiot bénéficie ou naît avec 50% de génétique, et puis les 50 autres pourcents de ce qu'il sera plus tard, c'est l'environnement plus l'éducation. Donc c'est cool parce que cela veut dire qu'on a une marge de manœuvre importante, mais également qu'il y a une part irréductible, et c'est cool aussi parce que ça peut récompenser les efforts des ancêtres pour ne pas faire n'importe quoi, se respecter, etc., etc., et prendre soin, génération après génération, de l'environnement dans lequel les ancêtres ont été élevés et éduqués, et de l'éducation que chacun a reçue dans l'arbre généalogique. Eugénisme, éthique et controverse. Historiquement, certaines sociétés ont tenté de contrôler la reproduction humaine pour favoriser certains traits jugés désirables ou, au contraire, indésirables. Les programmes d'eugénisme menés au début du XXe siècle dans des pays comme les États-Unis ou la Suède, ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas que le nazisme, ont abouti à des stérilisations forcées ignobles et à des violations des droits fondamentaux. Recherche de Kevles de 1985, ce qui est une abomination, et je ferai tout un épisode sur les libertés fondamentales, donc ne me faites pas dire ce que je ne dis et ne pense pas une seule seconde. Aujourd'hui, ces pratiques sont justement condamnées, mais la question de l'amélioration génétique reste tout de même d'actualité avec l'essor de technologies et de diagnostics préimplantatoires. Je vais y arriver. Je ne parle pas ici de GPA avec choix des gènes sur catalogue, mais on pourrait là aussi faire un épisode sur ce trafic d'enfants abominable et cet eugénisme qui existe encore aujourd'hui, autorisé dans nos pays fous. Voilà. Donc là, vous comprenez que je ne pense pas que l'eugénisme c'est génial. On est bien d'accord. Je dis juste qu'on peut en parler et que, en parlant et en y réfléchissant, on peut progresser pour le bien de notre génération future, disons-le comme ça. Ces avancées ouvrent un débat sur la possibilité d'intervenir dans l'évolution humaine de manière éthique et maîtrisée. Donc pas avec la GPA. L'éthique et la GPA, non. Savulescu, 2001. Encore un chercheur. Comme quoi, vous voyez que c'est quand même
Un sujet qui mène à réfléchir bien des scientifiques. Quel avenir pour la civilisation? L'idée que la civilisation pourrait être menacée par une baisse du QI moyen est contestée par quelques scientifiques. L'effet Flynn, dont je parlais déjà avec Rochdy, puisqu'il disait que cet effet Flynn semble ne plus s'appliquer, il a montré une augmentation continue du QI au XXe siècle, probablement en raison de l'amélioration de l'éducation, de l'hygiène et de la nutrition. Toutefois, certains chercheurs suggèrent aujourd'hui un ralentissement de cet effet Flynn qu'il avait démontré en 1987. Donc aujourd'hui, on semble observer un ralentissement, voire une décroissance démontrée par Dutton DU2TON en 2016, qui montre une décroissance du QI qui cette fois n'est pas souhaitable. On ne parle pas de la décroissance écologique. Désolé, j'ai tapé le micro. Plutôt que de craindre un effondrement civilisationnel, il pourrait être plus pertinent de se concentrer sur l'amélioration de l'éducation et des conditions de vie à l'échelle mondiale. Après tout, l'intelligence est un potentiel qui peut être cultivé plutôt qu'un destin génétiquement figé. Alors, l'échelle mondiale, vous savez que moi je préfère déjà qu'on se concentre sur l'échelle locale ou à la limite l'échelle nationale. Comme ça, justement, on ne pourra pas nous taxer de néo-colonisateurs. Concentrons-nous sur notre pays et que les autres s'occupent du leur. Voilà. Comme ça, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Et encore une fois, on ne nous taxera pas de néo-colonisateurs qui voudraient dicter à d'autres pays ce qu'ils devraient faire d'eux-mêmes et de leur jeunesse. Concentrons-nous donc sur les 50% liés à l'environnement et à l'éducation. Les 50 autres pourcents relèvent, selon moi, de la nature et aussi d'une certaine forme de discipline, d'acceptation, de ne pas faire n'importe quoi et d'aider son prochain, ce qui n'est pas incompatible. Puisque si discipline il y a, on reste à des seuils acceptables de gens à aider. Ce qui est une notion très importante pour moi et qui pourrait mener à un débat parfaitement intéressant. Est-ce que vous avez besoin, puisque je suis enseignant, d'une métaphore en classe bien claire, quitte à être caricaturale et violente, cette image? S'il s'agit d'aider un élève dans une classe, donc un élève en situation de handicap dans une classe, qui serait limité, que ce soit physiquement ou mentalement, avec l'aide des autres élèves si eux tournent bien, c'est parfaitement possible et même extrêmement bénéfique pour la société, pour tout le monde, pour que chacun apprenne, encore une fois, je reprends les termes bibliques, à aider son prochain. En revanche, si la moitié de la classe est dans l'une de ces situations de handicap physique, intellectuel, de limitation physique, intellectuelle, ça devient ingérable et là on a une société mourante car il est impossible de faire tourner une société si la moitié est littéralement incapable, au sens littéral du terme. Conclusion, une problématique complexe mais pas insurmontable. Si la fin de la sélection naturelle classique a modifié les dynamiques de reproduction, il serait simpliste et dangereux de conclure trop rapidement à un déclin inéluctable de la civilisation. Les enjeux sont avant tout sociétaux, accès à l'éducation, conditions économiques et choix individuels. Si j'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel, je leur avais appris le partage, ils avaient récité par cœur toujours. Pardon, vous êtes là? Oui, magie du montage, je reviens de la boxe, je suis en pleine forme. Allez, nous sommes partis pour le coup sur un ouvrage qu'à mon avis, personne ne connaît. Et vous allez en plus découvrir mon petit côté coco, si je vous jure. Analyse et commentaires pour le coup d'un ouvrage plus que méconnu, mais qui m'a beaucoup intéressé à l'époque lors de mes études. Et je précise tout de suite que je n'ai pas ressorti l'ouvrage en question, j'ai pris les notes que j'avais lorsque justement j'étais étudiant, ce qui commence à remonter à il y a quelques années. J'avais peut-être un peu paraphrasé
à l'époque déjà ce que j'en avais tiré comme conclusion. Donc peut-être que je vais un peu aller plus loin que l'auteur. Je préfère le dire tout de suite. Pourquoi Coco? Oui, je vous le divulgage déjà ce que je tire de l'ouvrage. Il s'agit de permettre à tous et donner envie à tous de se bouger le derche plutôt que de chercher à former une élite sportive plus ou moins crade et sponsorisée. Ce qui n'empêche pas que j'apprécie les performances d'élite, de sportifs d'élite dans les différents sports, notamment à l'UFC ou en boxe, dans d'autres sports également. Simplement que selon moi, il ne devrait pas être aujourd'hui prioritaire de s'occuper de ces sportifs d'élite, mais déjà de récupérer une santé physique et donc mentale, puisque vous savez à quel point je pense que les deux sont liés dans la société. Je suis désolé pour le terme péjoratif, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche là, de base, disons juste les sportifs non élites, voilà, les 99,9% des gens qui ne sont pas des sportifs d'élite. C'est vers eux qu'aujourd'hui devraient aller, selon moi, les politiques publiques, les subventions publiques, pour leur permettre d'avoir accès à différents clubs de sport, différentes offres sportives près de chez eux, et aussi leur donner réellement envie de se bouger le cul, non pas avec des affiches manger, je sais plus quoi, bouger, c'est quoi manger, bouger, je sais plus. Voilà, on peut faire mieux à ce niveau-là pour redonner envie aux gens de prendre soin de leur santé. Et d'ailleurs, je ne sais plus depuis quelle année, les médecins, et malheureusement j'en entends pas trop parler, les médecins peuvent et devraient d'ailleurs prescrire de l'activité physique plutôt que de prescrire des médocs. Je ne sais pas combien font ça plutôt que de prescrire les antidépresseurs. Ils vous prescrivent un bon cours de boxe avec Rocky. Bon, c'est bon, je vais arrêter. Bref, vous comprenez très bien ce que je veux dire et voilà mon petit coco. Plutôt que le pain et les jeux pour les spectateurs inattentifs en mauvaise santé, encore une fois clin d'œil à Hercule, lorsqu'il affronte l'hydre, plutôt que de l'aider, chacun à leur portée, il s'assoit ou il s'asseye dans les gradins de l'arène pour le regarder et l'applaudir au départ même timidement. Je préfère l'idée d'un coup de pied au cul pour tous et toutes, puisqu'on est dans l'inclusion bien sûr. Et ensuite, on peut aller admirer les meilleurs au stade avec le sentiment du devoir accompli et de s'être aussi donné à fond dans son domaine de prédilection, qu'il s'agisse de la famille, d'un sport, d'une alimentation saine, de la spiritualité, de la lecture, de la musique. Mais là, il s'agit du sport. Analyse et lecture approfondie de Éducation physique et sport contemporain, ouvrage de Jean-François Loucher, un professeur et chercheur en STAPS, en sciences et techniques des activités physiques et sportives donc. Il propose une réflexion critique sur l'évolution de l'éducation physique et du sport dans le monde contemporain. Il analyse les tensions et les dynamiques qui ont traversé l'histoire de l'EPS à l'école de la République et du sport en mettant en lumière leur rôle dans la construction du citoyen. Rappel, nous cherchons à former de futurs citoyens lucides, autonomes, physiquement et socialement éduqués. Et oui, je connais mes programmes. Et dans la structuration des identités régionales et nationales. Son approche est marquée par une critique des formes de contrôle et de standardisation imposées par les instances centralisatrices, qu'il s'agisse de l'État ou des organisations internationales comme le CIO. Il est, encore une fois, moins virulent que moi. Je vous resserre des années après, à ma sauce. Ce que j'ai tiré de son ouvrage, lui, est beaucoup plus neutre. Il invite tout de même à repenser le sport comme un levier d'émancipation individuelle et collective, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est pour ça que je vous parle de cet ouvrage, en le réinscrivant dans ses dimensions culturelles et historiques. L'EPS entre hygiénisme, préparation militaire et formation citoyenne. La défaite de 1870 est la naissance d'une EPS hygiéniste et nationaliste. L'un des premiers points abordés par Loucher concerne l'origine de l'EPS moderne en France.
qui trouve une partie de ses racines dans la défaite cuisante militaire de 1870 face à la Prusse. Cette défaite a été interprétée par de nombreux intellectuels et hommes politiques de l'époque comme la conséquence d'une population insuffisamment préparée physiquement à l'effort du combat. Cette analyse a mené à une réflexion approfondie sur la condition des Français et leur aptitude à faire face aux exigences militaires et sociétales du XIXe siècle. Je vous ferai pas de parallèle sur le fait que si on partait aujourd'hui en guerre contre la Russie, ouais, je ne serais pas super confiant vu l'état actuel des troupes. Hein. Et quand je parle des troupes, je parle pas de nos troupes militaires. Hein. Je parle du gros, si je peux le dire ainsi, si on envoie tout le monde au front. Dans cette perspective, des figures majeures dont j'ai déjà parlé comme Philippe Tissier et Georges Hébert ont joué un rôle essentiel. Philippe Tissier était un médecin fervent défenseur de l'hygiénisme qui considérait que l'éducation physique devait avant tout servir à améliorer la santé des citoyens, réduisant ainsi les risques de maladie et augmentant la force globale de la nation. De son côté, Georges Hébert développa la méthode naturelle, un système d'exercice inspiré des mouvements fondamentaux de l'être humain, courir, sauter, grimper, nager, soulever des charges. Son objectif était de forger des individus robustes, prêts à affronter les défis physiques et moraux réels du monde moderne. Dans cette logique, l'EPS devient une pratique non seulement utilitaire, préparation physique pour l'armée et le travail, mais aussi identitaire, cherchant à redéfinir l'idéal du citoyen français en le dotant d'un corps sain et discipliné. Le sport sous Vichy, une vision extrême de l'EPS comme outil de discipline et de conformisme, ce qui n'est pas ce que je veux, je souhaite, moi, la discipline pour l'émancipation, intellectuelle comme physique. Ne pas être dépendant ni physiquement ni intellectuellement. Sous le régime de Vichy, donc, 1940-1944, cette vision nationaliste et hygiéniste de l'EPS prend une tournure plus radicale encore. L'idéologie du gouvernement Pétain s'appuie sur le sport comme un moyen de redressement national, cherchant à forger une jeunesse forte, disciplinée et prête à servir la nation. Sans réfléchir encore une fois, pas du tout mon point de vue, on ne meurt pas pour cette république malade jusqu'aux oreilles, pour reprendre encore une fois un certain YouTuber, dont je reprendrai une citation plus tard. L'accent est mis sur la rude épreuve physique où la souffrance et la discipline deviennent des vertus cardinales. Et là, je dis oui. Dans ce cadre, l'EPS n'est plus seulement un outil de santé publique, mais aussi une arme politique servant à inculquer les valeurs de soumission à l'autorité. Et là, je dis non. Pourquoi je rigole ? Et de rejet de toute forme de fragilité. L'individu ne doit plus chercher son épanouissement personnel, mais devenir le rouage d'une machine collective où la volonté individuelle est soumise à l'ordre national. Lutscher met en garde contre ce type d'utilisation du sport, qui au lieu d'être un espace d'épanouissement devient un instrument de conformisme et de normalisation. Vers une EPS émancipatrice et citoyenne, face à ces détournements de l'EPS à des fins autoritaires, Lutscher propose une vision radicalement différente, une EPS qui ne soit pas un simple outil d'entraînement physique, mais un véritable espace d'apprentissage du civisme et de la liberté individuelle. Il défend notamment l'idée que le sport doit permettre à chacun de développer une pensée critique et une conscience sociale. Dans cette perspective, l'EPS doit s'éloigner des modèles purement compétitifs et hiérarchiques pour intégrer une dimension coopérative et réflexive, intérêt des sports collectifs qui sont une mini-société, notamment le rugby, la soule ou encore le foot américain. Ensemble, on lutte pour ramener nos valeurs dans le camp d'en face. Et oui, je sais, je vais un peu loin. Mais vous avez saisi, je l'espère, l'idée. Il souligne donc l'importance des sports collectifs qui enseignent le respect des règles communes, l'entraide et la gestion des conflits, formant ainsi les jeunes à la vie en société. En outre, l'auteur, pas vraiment lui, c'est moi qui vais un peu plus loin, il remet en cause la séparation
traditionnel entre le corps et l'esprit, hérité du cartésianisme. Il s'inscrit dans une tradition humaniste proche du kalos kagatos des Grecs anciens, où l'excellence physique et intellectuelle vont de pair. Il appelle à une refonte des programmes d'EPS pour qu'ils intègrent non seulement un travail sur le corps, mais aussi sur la réflexion critique et l'intégration de valeurs démocratiques. Attention aux excès, j'ai déjà fait des stages dans les lycées avant de me tourner plutôt vers l'éducation en école élémentaire. J'ai vu beaucoup d'excès au lycée avec des profs de PS qui pensent bien faire et peut-être qu'ils font bien, je ne sais pas. C'est encore un débat qu'il serait intéressant d'avoir, mais où sur certaines séances de PS, justement, on ne pratique même plus parce que, selon eux, pour légitimer le PS, on fait faire aux élèves des tableaux Excel avec leur VMA, que sais-je encore, leurs résultats. Mais selon moi, le cœur de l'EPS reste l'engagement physique, la pratique en elle-même. Faire un peu de maths, ça peut être intéressant, en musculation également. Mais voilà, il faut que l'engagement moteur reste justement le premier moteur de cette discipline. Le sport, outil de pacification des sociétés, alternative à la violence sociale et politique. Encore une fois, l'idée du pain et des jeux. Lutscher s'inscrit dans la lignée des travaux de Norbert Elias, un sociologue beaucoup plus célèbre, allemand qui a théorisé le processus de civilisation des mœurs. Selon lui, la société moderne a progressivement canalisé la violence par la mise en place de structures réglementaires, dont le sport, qui constitue un exemple éminent de nos sociétés, ou de structures qui ont permis la baisse de la violence dans nos sociétés, plus exactement. Le sport moderne permet ainsi de détourner les tensions sociales et les régler dans un cadre codifié, évitant ainsi qu'elles ne se transforment en affrontements brutaux, le rugby, la boxe, les combats de gladiateurs plutôt que la grève. D'où également l'idée des trêves internationales durant les Jeux Olympiques. Mais les Russes n'ont pas droit à leur drapeau et sont sous bannière neutre. Quelle tristesse. Lutscher, et quelle hypocrisie surtout. Il reprend cette idée et met en avant le fait que le développement du sport a permis une baisse de la violence en remplaçant les duels, les batailles de clans ou les conflits ouverts par des confrontations symboliques sur les terrains de jeu. Le football, la boxe, l'athlétisme ou encore le rugby deviennent ainsi des arènes modernes où s'expriment rivalités et compétitions sans que celles-ci ne se traduisent systématiquement par des affrontements physiques meurtriers. Le rôle des règles et de l'esprit sportif, il nuance cette vision en soulignant que le sport ne pacifie pas automatiquement une société. Tout dépend de la manière dont il est organisé et pratiqué. On le voit bien aujourd'hui avec le hooliganisme, les bagarres, les insultes racistes dans les stades, qui mériteraient une analyse. Non, ce sont des ordures, des connards, qui devraient être bannis des stades pour servir d'exemple. Lorsque les règles du jeu sont respectées, qu'un esprit sportif anime les joueurs et que la compétition reste saine, alors le sport remplit pleinement son rôle pacificateur. Mais lorsque les enjeux deviennent excessivement financiers, que la tricherie, le dopage, la violence prennent le dessus, le sport peut alors au contraire exacerber les tensions. CF, la guerre froide, et Rocky contre Drago. Non, c'était quoi son accent? Oh, je sais plus, faut que j'arrête avec Rocky. Lutscher insiste donc sur la nécessité d'une éducation à l'éthique sportive. Finalement, comme pour l'eugénisme et par le sport, on peut éduquer au respect et à l'éthique qui commence par le respect de soi avant le respect de l'adversaire, de la règle de l'arbitre, afin que le sport reste un vecteur de cohésion plutôt que de division. Dernière partie, ou avant-dernière, non, avant-dernière partie, pardon. Effacement des cultures sportives régionales face à l'uniformisation mondiale. Les jeux et sports régionaux comme ciment identitaire. Historiquement, les différentes régions françaises possédaient leurs propres jeux et sports traditionnels. La Soule entre la Normandie et le Pays basque, les jeux de force basque,
la lutte bretonne ou encore la balle au tambourin en Occitanie. Ces pratiques n'étaient pas de simples distractions, elles participaient à la structuration des identités régionales, créaient du lien social et renforçaient le sentiment d'appartenance à une communauté. Stand- à l'inverse, standardisation sportive, avec l'essor des sports modernes uniformisés, internationalisés, comme le football, la boxe et l'athlétisme, ces pratiques régionales ont progressivement disparu. Mais elles ressurgissent aujourd'hui sous forme de contestation, justement. Lutscher dénonce cette uniformisation imposée par la mondialisation du sport qui a abouti à l'effacement de toute une partie du patrimoine sportif français. Selon lui, l'adoption massive du football ou du basketball au détriment des pratiques locales est une perte culturelle majeure car elle contribue à un nivellement identitaire, une perte d'identité, disons-le, si l'auteur ne le dit pas, moi je le dis, au profit d'un modèle dominant. Il milite ainsi pour une revalorisation des sports régionaux qui devraient retrouver une place dans l'enseignement de l'EPS afin de renouer avec les racines historiques et culturelles des territoires français. Dernière partie, critique des institutions centralisatrices du sport, le rôle du CIO et des grandes fédérations. L'auteur critique enfin la prise de contrôle du sport par les grandes institutions internationales, notamment le CIO, le Comité international olympique. Il voit dans ces structures un instrument de standardisation du sport à l'échelle mondiale, où seules les disciplines médiatisées et lucratives sont mises en avant. L'argent et les médias, des forces déformantes de la beauté du sport et des vertus et valeurs du sport, l'argent joue un rôle croissant dans la gouvernance du sport et Lutscher dénonce la marchandisation des pratiques sportives. Le modèle ultra-professionnel porté par des événements comme la Coupe du monde de football ou les Jeux olympiques conduit à une survalorisation du spectacle et de la performance au détriment des valeurs éducatives et humaines du sport. Selon lui, cette logique est alimentée par les médias qui imposent des récits spectaculaires et entretenus par les grands sponsors. En conséquence, les sports moins rentables sont délaissés et certaines disciplines finissent par disparaître de la scène publique. Avec cette analyse approfondie, nous voyons bien que l'auteur nous invite à réinterroger le rôle du sport dans nos sociétés en insistant sur la nécessité d'une approche plus humaniste, ancrée dans les cultures locales et dégagée des logiques de centralisation et de marchandisation. Conclusion, si vous voulez découvrir un autre auteur beaucoup plus virulent et beaucoup plus coco, vous pouvez lire Jean-Marie Brome. J'aurais pu parler un peu aussi, quitte à fustiger, le côté sportif international et l'argent dans ce monde-là, le CO2 de ces sportifs d'élite. Est-ce qu'il faut vraiment tirer sur l'ambulance quand on fait des Jeux Olympiques je ne sais plus où, des Jeux. Il n'y a pas des Jeux Olympiques d'hiver qui arrivent en Arabie Saoudite, là, je dis une bêtise, je crois pas. En tout cas, on a fait une Coupe du Monde de football au Qatar. Il y a un nombre de déplacements par semaine démentiel de la part des footballeurs. À droite, à gauche, ça fait du CO2, mais celui-là, on peut. Et par contre, le français moyen, allez, je laisse ressortir mon côté coco. S'il veut se rendre en ville, il peut pas se garer, ou alors faut qu'il paye une fortune, il va prendre une amende au moindre truc. Bon, bref. Allez, je m'égare un peu. Par l'effort, améliorez vos gènes, vous serez moins gêné par la vie. Puis, admirez les performances incroyables tout de même de quelques athlètes triés sur le volet. Mais je rappelle que, de mon point de vue, les aides financières de l'État seraient plus intéressantes si elles permettaient que chacun ait accès au sport, quitte à donner un peu moins au sport d'élite de haut niveau. C'est un débat qu'il me semblerait intéressant d'avoir. Je reviens pour cette troisième partie sur mon terrain glissant, la question de la préservation d'une humanité en bonne santé tout en respectant les droits et la dignité des personnes en situation de handicap ou limitées intellectuellement, psychologiquement, ce que vous voulez.
Cette question-là est complexe et nécessite une approche équilibrée et surtout éthique. Plusieurs recherches et initiatives ont été menées pour aborder cette problématique. Une recherche scientifique sur l'éducation et les capacités cognitives. Une étude menée par des chercheurs de l'INSERM et de l'Université de Paris a démontré que l'amélioration de l'accès à l'éducation réduit les différences de capacités cognitives entre hommes et femmes. Cette recherche souligne que l'éducation joue un rôle crucial dans le développement cognitif et peut potentiellement réduire le risque de démence à long terme. Les auteurs suggèrent que l'accès équitable à l'éducation pour tous est essentiel pour promouvoir la santé cognitive au sein de la population globale. Approches éthiques en santé publique. L'éthique de la santé publique repose sur des valeurs fondamentales telles que l'autonomie, la justice sociale et la bienfaisance. Ces principes guident les actions visant à promouvoir la santé, tout en respectant les droits individuels. Par exemple, des programmes de sensibilisation encouragent les comportements bénéfiques pour la santé sans imposer de contraintes, respectant ainsi l'autonomie des individus. De plus, la justice sociale vise à réduire les inégalités en garantissant un accès équitable aux soins pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap. Inclusion et soutien des personnes en situation de handicap, des initiatives comme les établissements et services d'aide pour le travail en France illustrent l'importance de placer l'humain au centre. Ces structures adaptent l'organisation du travail en fonction des besoins et des capacités des travailleurs en situation de handicap, favorisant ainsi l'autonomie et l'inclusion sociale réelle. Cette approche montre qu'il est possible de soutenir efficacement les personnes en difficulté tout en maintenant une société saine. Stratégie pour une humanité en bonne santé. Pour préserver l'humanité en bonne santé sans verser dans des pratiques éthiquement discutables, plusieurs stratégies plus intéressantes peuvent être envisagées. Promotion de l'éducation, assurer un accès équitable à une éducation de qualité pour tous, avec des moyens donc, afin de favoriser le développement cognitif et réduire les inégalités. Politique de santé publique, élaborer des politiques qui tiennent compte des besoins de la population en mettant l'accent sur la prévention et la promotion de modes de vie sains. Soutien aux personnes, mettre en place des structures et des services adaptés pour accompagner, favoriser l'inclusion et garantir le bien-être. Encouragement à la recherche éthique, soutenir des recherches qui respectent les principes éthiques et visent à améliorer la santé publique sans verser dans la discrimination non nécessaire ni la stigmatisation. En adoptant ces approches, il est possible de promouvoir la santé et le bien-être de l'ensemble de la population tout en respectant les droits et la dignité de chaque individu, évitant ainsi les dérives éthiques d'un passé pas si lointain. Bref, tout le monde peut et doit progresser. J'espère avoir abordé correctement ce sujet ô combien délicat, sans dire d'horreur, ce n'était pas le but. L'objectif était plutôt d'aborder une réalité qu'on se cache et dire qu'il faut progresser chacun à sa mesure, ne pas se laisser aller, se respecter, respecter l'autre, son prochain, de manière réelle et finalement aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Allez, je me permets un petit appel du pied avec cette citation de Papacito au moment de l'affaire Montjoie suite à l'horreur vécue par Pierre-Guillaume Mercadal. Ce ne sont pas des hommes que l'on peut tuer comme ça, ils ont des racines. Héritage séculaire de nos paysans français, lorsque Papacito prononce cette phrase à propos de Pierre-Guillaume Mercadal, il ne parle pas seulement d'un homme injustement broyé par une administration immonde, aveugle, mais de toute une caste d'hommes et de femmes dont l'histoire se confond avec celle de la terre, de la nation, de la mémoire. Les paysans sont l'âme immémoriale de la France, des hommes enracinés, insoumis, de manière réelle, porteurs d'un héritage qui ne peut être effacé sans conséquence. La paysannerie, plus qu'un mot à connotation négative pour certains,
une mémoire vivante et une résistance héroïque et historique. Le paysan, soit littéralement l'homme du pays, est celui qui depuis des millénaires façonne les paysages, nourrit la population et maintient les traditions. Il est la mémoire vivante de notre nation, le gardien des rythmes ancestraux, celui qui contre vents et marées perpétue des savoir-faire et un mode de vie qui ne doit rien aux diktats du monde moderne. C'est cet ancrage profond dans la terre, dans le territoire, dans l'histoire, qui fait que ces hommes ne peuvent être tués comme ça. Le paysan ne disparaît pas, il s'accroche, il résiste, il endure, car il sait que sa lignée ne date pas d'hier, mais de siècles et de siècles d'héritage familial et communautaire. Les guerres, les famines, les invasions, les révolutions, rien n'a jamais pu éradiquer ces hommes de la terre qui les a vus naître. Ils sont les derniers remparts contre la dissolution, contre l'oubli, contre le déracinement moderne. L'administration contre le paysan, un combat inégal mais ô combien symbolique. L'affaire Montjoie illustre un drame vaste et silencieux, celui du paysan moderne broyé par une bureaucratie hors sol, étrangère aux réalités et qui, sous prétexte de normes et de règlements, l'empêche de vivre de son travail. Chaque jour, dans ce pays, un paysan se suicide, dans l'anonymat complet, dans l'indifférence générale. Preuve, si nécessaire, que ce ne sont plus seulement les contraintes naturelles ou économiques qui menacent la paysannerie, mais bien un système qui semble s'acharner sur elle. Face à cette machine infernale, certains, comme Mercadal, refusent de plier. Ils s'accrochent à leur terre, à leur droit de travailler, à leur identité. Ce ne sont pas des hommes qui attendent des allocations, ce sont des hommes qui attendent ne serait-ce qu'un coup de pouce pour pouvoir travailler. Ce sont des hommes de devoir, pas de soumission. Racine, mémoire, insoumission, encore un combat séculaire. Dans l'histoire de France, la paysannerie fut toujours un symbole de résistance. Ce fut le cas lors des grandes jacqueries du Moyen-Âge, où les paysans refusèrent de se soumettre aux abus des seigneurs. Ce fut aussi le cas sous la Révolution, avec les révoltes vendéennes. Je vous ai déjà parlé du génocide vendéen, de cette république qui se croit propre, où ceux qui travaillaient la terre se levèrent contre un État centralisateur qui voulait les arracher à leur foi, à leur identité. L'homme enraciné ne se rend pas sans combattre, car il sait que derrière lui, il y a des siècles de labeur, de transmission de sueur et de sang. Ce que la ville oublie, la campagne s'en souvient. La mémoire de la terre est plus forte. Ce que les élites veulent gommer, la terre le grave. La phrase de Papacito résonne bien au-delà de l'affaire de Montjoie. Elle est un cri de vérité, un appel à se souvenir que la force d'un homme ne réside pas dans ses armes ou dans son statut, mais dans la profondeur de ses racines. N'oubliez jamais l'importance de l'enrichissement de votre lexique. Je résumerai bientôt soit La ferme des animaux d'Orwell, je vous avais déjà fait au tout premier épisode de cette émission 1984, ou encore mieux, et de toute façon je ferai les deux, Fahrenheit 451 qui sera beaucoup plus directement sur le sujet de la destruction des livres, du savoir, de la transmission. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui cette destruction du savoir, de la transmission et de la connaissance à travers les livres, elle est en cours, parce que plus personne ne lit, justement sans même avoir eu à détruire les livres, ce qui est une prouesse d'une tristesse terrible. Immémorial, un mot chargé de mémoire, ce terme vous le connaissez sans doute, il est souvent utilisé sans que l'on prenne pleinement conscience de sa portée. Je commence à avoir la langue légèrement lourde. Il désigne ce qui remonte à un passé si lointain qu'il échappe à toute mémoire humaine, à tout souvenir direct. Ce qui est immémorial est antérieur aux archives, aux récits écrits, à l'histoire. Il appartient à une époque dont l'origine est si reculée qu'elle semble hors du temps, échappant à la fixation des dates et des événements précis. Mais alors, pourquoi est-il essentiel de s'attarder
sur ce mot que vous connaissez aujourd'hui. L'immémorial est le socle des civilisations. Ce qui est immémorial est souvent ce qui fonde une nation, un peuple, une culture. Nos mythes fondateurs, nos traditions ancestrales, notre mémoire collective s'ancrent dans cet horizon brumeux où l'histoire et la légende se mêlent. L'immémorial est ce qui précède et soutient le roman national, cette trame qui tisse le destin des peuples à travers les âges. L'histoire de la France, par exemple, ne commence pas avec les livres d'histoire, mais bien avant, dans la mémoire orale des peuples gaulois, dans les récits transmis par des bardes anonymes, dans la tradition chrétienne qui, bien avant d'être gravée dans la pierre des cathédrales, se transmettait de génération en génération dans les églises, les monastères et les foyers. La croix, dont nous parlons ici, enfoncée dans l'histoire comme un clou dans le bois du souvenir, savez de quelle croix je parle, est un symbole immémorial qui traverse les âges, porteur de la foi, d'une foi, à tout le moins, mais aussi d'une culture, d'une mémoire collective, qui façonne encore notre société. Importance de la mémoire et du devoir de transmission. Ce qui est immémorial nous rappelle que l'homme n'est pas un être sans racines, on en a déjà parlé, il s'inscrit dans une continuité qui dépasse sa propre existence. Se souvenir de son passé, c'est donner du sens à son présent et préparer son avenir. C'est pourquoi le devoir de mémoire est fondamental. Il ne s'agit pas de conserver des traces du passé, mais de les comprendre, de les transmettre, d'en faire une force vive et structurante. Le devoir de mémoire est invoqué pour rappeler les heures sombres de l'histoire, mais il doit aussi être un moteur de fierté et de transmission. Il ne s'agit pas de s'excuser éternellement, mais de savoir d'où l'on vient, de célébrer ce qui a été accompli et d'en tirer des leçons. Immémorial et identité, un ancrage face à la dissolution, dans un monde où tout semble mourant, où tout semble mouvant, où l'identité des peuples est souvent remise en cause par un universalisme horrible, déraciné, le recours à l'immémorial est une nécessité. Il ne s'agit pas de se refermer sur soi-même, mais simplement de comprendre que l'on ne construit rien de solide sans fondation. Le lien avec nos frères russes, évoqué plus haut, illustre parfaitement cette idée. Si l'on parle d'un destin supranational, ce n'est pas par hasard. Les nations européennes et chrétiennes ont des racines communes, des récits fondateurs communs, qui bien que distincts, se répondent et se complètent. La mémoire des peuples ne doit pas être un fardeau, mais un tremplin vers une cohésion renouvelée, enracinée dans l'histoire et certainement pas effacée par une modernité sans attache. Disons-le, sans race à laquelle se rattacher. Une modernité qui n'a pas de race, bâtarde donc. Ok, je lâche mes chiens, lâchez les chiens. Vous savez de qui je tiens ça. Conclusion, se souvenir pour exister. Oui, je sais, je cite Burns et je parle derrière de garder son, entre guillemets, son nationalisme et d'éviter d'avoir tous la même culture supranationale. Ah ben, écoutez, c'est comme ça. Hein. Le plan Marshall a malheureusement marché. Conclusion, se souvenir pour exister. L'immémorial est bien plus qu'un simple mot, c'est une clé de lecture du passé et du présent. Il nous rappelle que nous sommes les héritiers d'une longue chaîne de transmission et que notre devoir est de ne pas être le dernier maillon. Se souvenir, transmettre, ancrer notre avenir dans un passé riche et fondateur, voilà ce qui nous permet de ne pas nous dissoudre dans l'oubli. Et si l'oubli est la mort des peuples, la mémoire, elle, en est la résurrection. Si vous êtes déçus que je vous ai donné un terme que vous connaissiez sans doute avec ce terme d'immémorial, je vous offre cette deuxième citation de mon cru. Si l'oubli est la mort des peuples, la mémoire, elle, en est la résurrection. J'enchaîne directement sur la conclusion, puisque nous sommes déjà à 1h10. Parents, votre rôle est d'inculquer des valeurs saines, de laisser vos enfants être naturellement curieux d'apprendre, d'enrichir leur monde, de veiller à leur sommeil, leur alimentation, le temps d'écran, etc., de communiquer avec leurs profs. Notre rôle à nous, enseignants, il est bon de le rappeler, c'est avant tout d'aider à la formation des valeurs saines, naturelles
et en premier lieu, la première d'entre elles, la curiosité. Plus tard, ils feront leur choix personnel en responsabilité avec la base solide et l'esprit critique affûté tel une lame de rasoir qu'ils nous devront à nous, leurs enseignants, comme à leur base familiale, qu'on leur souhaite saine également. Mais l'un de nos nombreux rôles est de protéger l'enfance dans son innocence toujours. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être avec l'aide de leurs parents, de l'ensemble de la communauté éducative que l'on espère souder, et enfin, ce sera notre plus bel objectif, à savoir devenir